Bien. Merci à vous pour votre attention. Merci pour votre présence. En guise d'introduction, je vais juste rappeler quelques éléments de base. Alors, vous savez qu'on est centre de formation professionnelle. C'est un centre de formation d'apprentis où on vous accompagne dans vos compétences professionnelles. Mais notre rôle, ce n'est pas que ça. Notre rôle va un peu plus loin. Et cette manifestation, aujourd'hui, en témoigne. Nous vous accompagnons en tant qu'individu aussi, à vous insérer dans cette société. L'accompagnement, ça porte sur quoi? Ça porte de fond sur des valeurs qu'on échange, qu'on vit ensemble. Des valeurs de tolérance, des valeurs de justice, de paix, de respect de l'autre, de bienveillance. Voilà, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et notre accompagnement, dans votre formation de citoyen, porte sur ces éléments. Pour faire quoi? Pour faire société, globalement. Faire société, c'est vivre ensemble. Et faire société, c'est quoi? C'est aussi développer son esprit critique. Comment on fait? Comment ça marche? À quoi ça sert de développer son esprit critique? Ça sert à comprendre le monde qui nous entoure. Et pour comprendre le monde qui nous entoure, on a besoin de références. On a besoin de références au passé, à notre histoire. Et la journée, la manifestation ce matin, avec votre présence, Madame Léniel, est un élément de cette construction de référence. Élément important. Donc on a la chance de vous recevoir, Madame Léniel. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous. Pour moi aussi. Merci. C'est une opportunité exceptionnelle d'avoir un témoignage direct des événements du passé pour comprendre comment ça se comprend, comment ça se vit, et ce que ça donne. Est-ce qu'on en sort de tout ça? Donc merci beaucoup pour votre présence. Merci également au Mémorial pour sa présence et son accompagnement. Un grand merci à Anne-Sophie, à Mélanie également, qui ont organisé depuis quelques semaines activement cette rencontre. Et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, jeunes gens et enseignants. Alors je ne redirai pas le petit mot pour le téléphone portable, pour la qualité d'écoute et le respect du témoignage. Vous avez tous compris. Donc mon propos introductif sera très très court, afin de laisser toute la place à Madame Lili Léniel, déportée à 11 ans dans les camps de Ravensbrück et Bergen-Belsen. Au nom de l'Association pour le Mémorial des déportés de la Mayenne, je remercie Monsieur le directeur de l'URMA pour l'accueil de ce témoignage et l'opportunité donnée aux apprentis de rencontrer une déportée. J'adresse de vifs remerciements aussi à Madame Anne-Sophie Pigné, qui a été l'interlocutrice à l'URMA pour la mise en place de cette rencontre. Chaque année, dans un message national, les associations d'anciens déportés appellent à la vigilance et à l'engagement, lutter contre la haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, le rejet des différences, combattre sans relâche les idéologies qui prônent le retour à l'obscurantisme et au fanatisme, promouvoir la tolérance, investir dans l'éducation morale et civique des jeunes générations. Les derniers survivants se font très rares aujourd'hui et comme Lili, continuent inlassablement à témoigner et alerter sur ces dérives. Les associations de mémoire s'interrogent sur leur avenir et sur la transmission après l'ère des témoins. En Mayenne, anciens déportés, familles de déportés, enseignants et sympathisants ont anticipé ce problème et se sont investis en complémentarité avec pour objectif commun la création d'un lieu qui explique, rend hommage, transmet la mémoire et éveille les consciences. Ce lieu vit et se renouvelle chaque année autour de deux axes, mémoire et vigilance. Ces dernières années, des partis populistes d'extrême droite rencontrent un large écho un peu partout en Europe, favorisant la haine, la guerre et des atrocités dont est victime la population civile, comme en Ukraine ou au Proche-Orient. Il existe aussi d'autres formes de dérapage qui vous touchent tout particulièrement, vous les jeunes, par le biais des réseaux sociaux, avec emprise mentale, manipulation de l'image et des textes. Je terminerai en évoquant une spécificité de la vigie mémoriale, l'existence d'un conseil des veilleurs composé de jeunes,
collégiens, lycéens et jeunes adultes. Informés des projets et orientations, ils apportent le regard d'une autre génération, leurs idées, réflexions, suggestions. Que vous soyez enseignant ou élève dans cette salle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin des jeunes. Et je vais rajouter un petit scoop. Vous avez vraiment la priorité. Lily va devenir marraine, est devenue marraine du mémorial avec l'aspect vigilance. Vous pouvez l'applaudir. Et Lily espère que, comme elle vous le dira tout à l'heure, les petits messagers que vous êtes rejoindront le mémorial pour travailler autour de cette vigilance. Lily, nous sommes très honorés que tu aies accepté pour la 2e fois de venir en Mayenne. Je suis, à titre personnel, en tant que fille de déportée, heureuse et émue de ta présence. J'ai eu la chance et le privilège d'entendre ton témoignage à plusieurs reprises, 2021 à Caen, lors du Congrès national des Amis de la Fondation, 2022 en Mayenne, mais aussi des moments partagés plus intimes. Infatigable militante de la mémoire, tu sillonnes la France, sors des frontières pour effectuer ce que tu appelles ton devoir et témoigner sans relâche auprès des jeunes et moins jeunes, comme aujourd'hui, pour raconter ton parcours et inciter les jeunes à la tolérance. Chaque fois, les collégiens et lycéens, attentifs, à l'écoute, émus, t'applaudissent avec beaucoup de spontanéité et chaleur, et nombreux sont ceux qui garderont en mémoire ce moment immortalisé, de plus très souvent par une quantité de photos et selfies, parce que tu sais faire la coquette avec eux. N'hésitez pas pour les selfies. J'en profite pour remercier la personne qui te soutient et participe à ton engagement en te véhiculant et gérant ton agenda de ministre, ta fille Valérie. Lily, ta spontanéité, ta fraîcheur d'esprit, ta vivacité, ta bienveillance, ton humanisme rendent ton témoignage d'autant plus fort et inoubliable, et combien précieux en ces temps troublés. Chère Lily, je te laisse la parole. Merci. Merci. C'est un grand honneur pour moi d'être la marraine de l'association. Je suis très, très émue. Alors, c'est impressionnant. Vous êtes bien nombreux, ça me fait plaisir. Je dirais tout d'abord, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les enseignants, et bonjour les enfants, bonjour, je suis ravie vraiment de vous voir là devant moi, tous souriants, intéressés aussi, je l'espère. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous en connaissez tous le sujet. C'est dans vos programmes d'histoire. Vos enseignants en ont beaucoup parlé. Mais entendre une personne qui a vécu cette période vous apportera un petit plus. Et je me contenterai tout simplement de vous raconter mon parcours, celui de ma famille, durant ces années de guerre. Je commencerai tout d'abord par vous présenter ma famille, telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman, 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, comme on vient de vous le dire, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères, Robert, n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous avions peur, nous souffrions. Nous habitions Roubaix à l'époque, tout au nord, près de Lille. Et l'on voyait défiler dans la ville ces nazis casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous les enfants. Mais bien entendu, les parents proches nous réconfortaient. Nous ne nous rendions pas encore compte de ce qui allait suivre. Vous savez tous, bien sûr, évidemment, qu'il y avait à l'époque des catégories d'êtres humains destinés à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler ? Des juifs, bien sûr, mais pas seulement. Des tziganes, des malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître.
Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. C'est une grande revanche sur les nazis. À l'époque, les Juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Ils devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les commissariats, les préfectures. Il était donc aisé de venir les arrêter. Tout leur était interdit. Dans les foyers, les adultes perdaient leur situation, c'était dramatique. Tous les lieux publics également leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas. Même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était inscrit « Interdit aux enfants juifs ». Vous vous rendez donc bien compte que c'est à juste titre que nous avions peur. Je vous disais que nous habitions Roubaix, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous trois dans sa propre famille. Vous vous rendez compte, c'était un geste merveilleux. Vous savez, ces familles qui cachaient des Juifs risquaient d'être déportées à leur tour. C'était très courageux. Nous avons donc bien sûr tous trois été placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs. J'étais vraiment très bien dans cette famille. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous donnaient de l'affection, nous entouraient. Nous y étions très bien. Cependant, nous ne rencontrions guère nos parents. Avec nos étoiles, nous étions repérables. Il ne fallait pas prendre de risques. Ça nous manquait quelque part. Et puis un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés bien à tort qu'il n'y avait plus de risques. Nous ont fait rentrer à la maison. Et très vite après, toute la famille a été arrêtée. À ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés? C'était fort possible. Vous savez, il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des Juifs. Mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer, afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre. Et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensés, il était bien simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais, car figurez-vous, les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous, les enfants, avions préparé nos présents, fait de jolis dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un jour merveilleux pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers et tambourinait aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut. Nous demandons ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même au petit coin l'on pouvait s'isoler, et crier sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait l'allemand savent que cela signifie « dépêchez-vous ». En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Et je me souviens d'un détail touchant.
Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui nous poussèrent dans les escaliers. Mais vous savez, il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient, partaient à leur tour. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnellos, l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los, qui se trouvait près de Lille à l'époque. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les 3 petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien. Nous étions des enfants si sages, si obéissants. Nous ne comprenions pas encore pour quelle raison l'on nous mettait en prison. Nous n'y sommes restés que quelques jours. Puis l'on nous mena dans une autre prison, en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Vous savez, les déportés du Nord et du Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette cellule trop exiguë, trop étroite pour le grand nombre que nous étions, je remarquai cependant aussitôt une dame qui semblait si mal en point. Elle y était avec sa petite fille Stella. Je parle toujours de Stella parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que quelques jours dans cette seconde prison, puis l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique. Ce camp s'appelle Malines. Malines, en Belgique, est l'équivalent de Drancy, en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. En allemand, Pferd signifie cheval, Kopf, tête. C'était si bien trouvé. Il avait une figure chevaline, était particulièrement cruel, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangions toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas très nette. Ils recevaient des coups de fouet, devaient aller à l'extérieur en pleine bise, se laver à l'eau froide, bien entendu. Et parfois, ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp.
l'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les petits-enfants, ça ne signifiait pas grand-chose encore. On se demandait avec angoisse ce que l'on allait faire de nous. Où allait-on nous envoyer? Auparavant, nous devions à nouveau subir un grand contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce énorme. Les hommes et les grands garçons, au-delà de 15 ans, à une extrémité de la salle, à l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. À un signal donné, nous devions tous nous mettre nus. Comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était très pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait si mal devant ses fils. Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi, un jeune SS qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation. Il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous. Pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous! Jamais je n'oublierai. Puis, l'on nous conduisit dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux sur lesquels il était inscrit « Contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous. La tinette et le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tout le monde. L'on ne nous a pas ménagés. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, il y avait de nombreux blocs alignés. Mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Schnell los, ils nous poussèrent jusqu'au Washraum. Le Washraum est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleus. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur, en français bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet. On avait tout intérêt à retenir son matricule, qui est resté gravé en moi à tout jamais. Je n'étais plus que le 25.612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne, nous n'avions plus d'état civil, plus de nom. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur, mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer, c'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours,
l'on nous fit sortir du bloc et l'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. De chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubova. En allemand, Stube signifie salle, chambre. Et dans chaque Stube, il y avait les fameux chalets que vraisemblablement vous avez tous vus dans les documentaires. Ces étroites couchettes en bois, munies d'une paillasse et à 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalet, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalet. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, arrivons assez tôt dans le camp, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalet, j'étais dans le chalet d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous couchait Martha Desrumeaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien. Ça s'est passé il y a si longtemps. Mais sachez qu'à l'époque, Martha Desrumeaux était une femme du Nord très connue, célèbre. C'était une grande résistante, c'était une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétart. Et au 3e étage du chalet couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Si je vous raconte tout cela, les enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort, un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout le monde se précipitait au Vashram. Je vous disais tout à l'heure, le Vashram est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette rapide dans un temps donné trop court. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions, ce qui fait que chaque jour, c'était la bousculade dans ce Vashram. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, l'on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête, redressons-nous, soyons dignes. Et pour être digne, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz. Parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur, puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était
indispensable. Tous devaient s'y rendre. Et c'était si pénible. Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensables, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir assister à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédées, ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Et tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant. C'était atroce. Je revois encore certaines déportées, plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt, l'SS lançait son chien menaçant qui venait nous mordre. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Je revois également d'autres déportés, plus âgées, plus maladives, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me demandais, mais que signifie ce geste ? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues. Parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais, elles partaient à la mort. Chaque jour, après l'appel, ces femmes étaient triées pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler aux Scheisskolonnes, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'Arbeit, l'on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue. Elle manipulait des outils pelle et pioche plus lourds qu'elle. Elle souffrait beaucoup physiquement. Mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre. Cet enfant également disparaissait à tout jamais. On ne le revoyait plus, il partait à la mort. Chaque soir, en rentrant de l'Arbeit, maman se demandait avec angoisse, « Vais-je retrouver mes petits-enfants ?» Ce n'est que bien des années plus tard, en grandissant, que j'ai compris ce tourment quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler, nous étions trop faibles, trop chétifs, nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables. Nous avions peur de tout. Nous restions donc enfermés toute la journée. L'hiver surtout. Vous savez, à l'époque, les hivers en Allemagne étaient si rigoureux. La température pouvait descendre jusqu'à -10, -20, parfois même -30 degrés. Et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres haillons. Nous restions donc enfermés. Les journées n'en finissaient pas. Nous ne commencions, nous les enfants, à revivre, à respirer que le soir, au retour de maman de l'Arbeit. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, car dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs maudits chiens.
Nous mettions donc accroupis, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions, nous les enfants? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux, bien entendu, donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Les boutons, ces affreux boutons sanguinolents pleins de pus, la tuberculose, bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner, mais au révire, l'on était dispensé de l'appel, et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon tout petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au révire. Mais ce tout petit enfant sans sa maman avait si peur, pleurait-on, qu'à 2 reprises, il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait attrapé de ses furoncles, ces boutons qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ses furoncles, c'est toute une petite calotte de croûtes qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au révire. J'avais une forte dysenterie. Et au révire également, nous les enfants avions si peur, sans maman bien entendu. La nuit surtout. Vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus d'extension, de proportion. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. L'on entendait les toux des tuberculeux. L'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés bien longuement dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 1943 et y sommes restés jusque début février 1945, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les déportés affectés à la tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premiers n'avaient que de l'eau. Cependant, ces bidons bien grands étaient très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux vus, des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens, tant nous avions faim. Nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un quignon de pain noir allemand bien dur, parfois un morceau de käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense. Nous n'avions absolument rien pour nous protéger. Pas de pull.
mais souffert surtout de la peur. Nous, les enfants, pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs maudits chiens. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Savez-vous que 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisé. Début février 1945, l'on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück, enceintes. Avec l'aide d'autres déportés, avaient mis leur bébé au monde, étaient donc là. Savez-vous qu'au début, à Ravensbrück, lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt, de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait. Et les nazis poussaient le vice jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là sur la place, nous devions partir, mais partir où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient toujours les déportés, en wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et à nouveau avons voyagé 4-5 jours, toujours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. Le seau hygiénique qui, dans les chaos de la route, se renversait, nous inondait. C'était un voyage atroce. Et nous étions si serrés. Parfois, la nuit, maman se mettait debout afin que mon tout petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, des camions vraisemblablement nous étaient destinés. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts dans la pénombre, eh bien, c'étaient les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons, ensuite, étaient hissés sur les camions. Mais il y avait tant de monde que tous n'avaient pu saisir cette scène atroce. Et certaines déportées, plus âgées, plus maladives que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses d'y trouver un siège, ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir, étant donné le grand nombre de personnes. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène? Ces camions n'ont roulé que peu de temps, quelques dizaines de kilomètres, se sont ensuite arrêtés, nous sommes tous descendus.
Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous conduire à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous a poussés dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc, il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous, il y avait de grands malades. Il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades. Dans une puanteur atroce, il a fallu courir à l'appel. Et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on appelait également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui expliquait tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore aujourd'hui ces charrettes en bois munies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à la tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette, qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient. L'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne. Vision dantesque. Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps des cendres et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, on perdait courage. On se disait, dans ce camp, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelque temps, nous constations que décidément, maman était étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, nous ne comprenions rien. Elle qui avait été si formidable à Ravensbrück, qui ne vivait que pour ses enfants, qui n'imaginait pas rentrer sans l'un de nous trois, qui se privait sur sa maigre pitance pour nous donner une bouchée supplémentaire. Là, elle gisait sur le sol, semblait déjà dans un autre monde. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. On se disait, la mort est préférable à cette vie de bête qu'on nous faisait mener. On se laissait aller. Plus rien n'avait d'importance pour nous. Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril
1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'osant s'approcher de nous. Ils étaient perdus, ne savaient que faire. Plus tard, lorsqu'ils ont repris leurs esprits, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore ces grands pains de campagne ronds, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreillers. Nous n'avions aucune literie, nous prenions ces pains comme oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un bloc. Et les statistiques d'alors le disaient bien. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un bloc, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures ou les jours qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pas pouvoir manger. Vous savez, je suis bien enrhumée, excusez-moi. Et puis, ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire. Tout le monde était plus ou moins malade. Je vous disais qu'à Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Le typhus était une très grave maladie qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le flecktyphus. Les déportés étaient entièrement recouverts de boutons sanguinolents, pleins de pus, c'était répugnant à voir. Mais fort heureusement, quelques-uns s'en tiraient bien quand même. En second lieu, il y avait le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les déportés atteints du Bauchtyphus étaient si faibles, si malades, qu'ils n'avaient pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, faisaient sous zèle. C'est ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Et la 3e forme de maladie est le Kopftyphus. Je vous disais au début, Kopf signifie tête. Les malades atteints du Kopftyphus étaient pitoyables, gisaient sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient. C'était un si triste spectacle. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le Kopftyphus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au révire. Mais pour nous, les 3 enfants sans maman, nous étions perdus. Rien n'avait plus d'importance. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée. Il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, le grand jour est arrivé, nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture qui avait tant d'importance à nos yeux, avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons, y avions entassé la nourriture et confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable.
la tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles ne le portaient plus, il ne savait plus marcher, je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds, et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux, parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on en pouvait supporter. Et le voyage du retour a duré longuement, les voies ferrées étant souvent bombardées. Et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Les familles étaient venues nombreuses attendre leurs déportés. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles. La musique à tue-tête. Tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement, dans notre coin. Nous nous sentions si seuls sans maman. Puis le train a repris sa route, est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, avant-guerre, était un hôtel luxueux. Il est resté, il existe toujours. Mais pendant la guerre, l'hôtel Lutetia a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Les familles étaient venues nombreuses nous attendre avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient, leurs noms écrits en grand pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'était des scènes si touchantes. Ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois, comme c'était beau et touchant. Puis bien entendu, ces familles emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il n'y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, bien sûr que ce jour-là, nous étions contents d'être libres, d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait, avec son épouse, nous recevoir tous trois quelque temps. Ce qu'ils firent avec grand cœur. Nous étions bien dans cette famille aimante, chaleureuse. Mais bien sûr, nos parents nous manquaient toujours. Un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment je peux oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, une tante qui habite dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches à retrouver leur adresse. Ma tante, un jour, est arrivée à Paris, venant nous chercher, comme elle était heureuse de nous retrouver. Et nous, donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train, sommes arrivés dans les Deux-Sèvres.
Il y avait foule dans la gare. Les familles, les journalistes, les photographes, la radio. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, c'était un spectacle peu commun. 3 petits enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration, sans père ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, notre santé ne nous permettait pas de rester dans la famille. Nous avions besoin de beaucoup de soins de médecins et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescents. Nous y étions bien. Forcément, l'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours tellement seuls. Cependant, un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman, qu'on n'attendait plus, qui était là devant nos yeux, d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos. Mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous, les enfants. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous soigner, de nous donner des forces. Mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous sommes revenus dans le nord, avons retrouvé la maison. Mais dans quel état? Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé, 100%. Même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous voilà enfin à la maison. Mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons absolument rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, savez-vous. Chacun amenait ce qu'il pouvait, dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, des chaises, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelque temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa va rentrer à son tour. Nous essaierons de reprendre notre vie d'avant-guerre. Malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation, après Malines, maman, les 3 enfants avons été menés à Ravensbrück puis Bergen-Belsen. Papa, lui, a été emmené dans le grand camp de concentration pour hommes, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevés de faim à leur tour. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs dont faisait partie papa. Ils emmenèrent le groupe hors du camp. Et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, les enfants. Nous devenions orphelins. C'était dur également pour maman, qui se retrouvait veuve avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire. À ce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour. Et nous ne pouvions pas en parler. Nous étions traumatisés par ces 2 années de souffrance. Et si malgré tout, de temps en temps, l'on risquait d'en parler un peu,
Les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait au plus haut point. L'on se taisait. Mais en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, bon sang ne fit qu'un tour. Il me fallait à tout prix rencontrer des jeunes pour expliquer les horreurs de la guerre. Pourtant, je vous assure, j'étais si timide à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner, peu au début. C'est pas si facile que ça, vous savez, de toujours témoigner, toujours se rappeler ce passé que l'on ne peut oublier, certes, mais on voudrait faire une petite pause. À l'heure actuelle, ce n'est plus possible, je vous assure, je suis débordée d'appels, je témoigne tous les jours. Et ce n'est pas facile. Vous savez, la plupart des déportés sont déjà malheureusement décédés. Le peu qui reste sont tellement âgés, ne peuvent plus se déplacer. Il faut aussi parler au nom de tous ceux qui ne sont pas rentrés. C'est indispensable. Ne pas en parler, c'est les faire mourir une seconde fois. Savez-vous que je suis la seule déportée qui reste dans tout le Nord-Pas-de-Calais? Il n'y en a plus d'autres. Et pourtant, moi-même, je ne suis plus toute jeune. Au fait, les jeunes, avez-vous une idée de mon âge? Je vous ai mis sur la voie. Je vous ai dit qu'en 1943, je venais d'avoir 11 ans. Quel âge ai-je aujourd'hui, selon vous? 91 ans. Exactement. 91 ans. Donc, dans ma 92e année. Donc, vous voyez, je ne suis plus toute jeune non plus. Mais j'ai à cœur de témoigner, de rencontrer le plus d'élèves possible. C'est indispensable, les enfants. Je ne veux plus de guerre. La guerre est une chose abominable. Tous ces morts inutiles. Donc il me faut témoigner à l'infini. Et on peut éviter la guerre. Vous, les jeunes, mes petits messagers que vous êtes, je suis persuadé qu'un jour viendra où il n'y aura plus de guerre grâce à vous. Et pour cela, il faut que vous soyez vigilants. Tout peut revenir de façon différente, bien entendu. Le mal est partout. Nous en avons la preuve en ce moment. Il faut également que vous soyez courageux. À présent, vous avez entendu la vérité. Ayez le courage de la répandre, de ne pas laisser passer les mensonges. Je compte sur vous pour cela. Il faut aussi, les enfants, que vous combattiez le racisme. Le racisme est un fléau à notre époque. Il faut absolument le combattre. Combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure. Combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Je compte sur vous pour cela, les enfants. Il faut que vous soyez tolérants, que vous vous acceptiez les uns les autres avec vos différences. Ces différences vous enrichissent. Vous savez, je vais parfois témoigner dans des endroits où les élèves sont très mélangés. Et je leur dis toujours, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences. Et les élèves le comprennent si bien. Je vous assure, je reçois des lettres merveilleuses qui me le prouvent. Vous êtes sensibles, vous savez vous exprimer. Ces lettres sont vraiment bien belles. Certes, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Mais moi, je ne fais pas attention aux fautes. Ce qui compte, c'est votre ressenti.
Et vous vous exprimez à merveille. Lorsque je montre ces belles lettres à mes frères, ils sont jaloux de moi. C'est trop beau. Alors les enfants, vous êtes mes petits messagers, comme je le disais. Vous êtes aussi la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté. Je ne suis pas pressé, je vous assure. Pas pressé de partir, mais il faut se rendre à l'évidence. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté et c'est vous qui aurez à transmettre. Je compte sur vous, mes petits messagers. Vous le ferez de façon parfaite. J'en suis persuadé. Je rencontre tant de jeunes à l'écoute qui me prouvent qu'ils sont intéressés et qu'à leur tour, ils transmettront. Je sillonne toute la France pour témoigner. Je suis même allé en Allemagne, en Belgique, je suis demandé en Suisse et je me rends compte que partout les jeunes sont exceptionnels, ne veulent plus de guerre. Et c'est pour cela que j'ose espérer un beau monde de paix pour vous. Que moi, à mon âge, bien entendu, je ne connaîtrai plus, mais je suis persuadé, je ne suis pas utopiste, je suis persuadé que vous pouvez l'acquérir, ce beau monde de paix. Toute la force exceptionnelle de tous les jeunes de l'Europe, c'est quelque chose de merveilleux, de très fort. Je vous le souhaite de tout mon cœur, un beau monde de paix, que vous êtes capables d'obtenir, mes petits messagers. Voilà, j'ai presque terminé mon témoignage. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Je vous assure que ça valait le déplacement. Ah, vraiment, je suis très heureux. Et comme justement vous êtes si nombreux, pas un seul bavardage, c'est merveilleux. J'ai donc envie de vous donner un petit plus. Vous le valez bien quand même. Et je voudrais chanter pour vous, ou du moins essayer dans l'état où je suis. Mais vous savez, ce sont des petits chants très spéciaux. Je vous explique. À Ravensbrück, où nous étions au bloc 31, nous avions des Stubova, c'est-à-dire nos gardiennes, pendant que les mamans étaient à l'Arbeit, au travail. Au début, nous avons eu des Stubova épouvantables, méchantes, que nous craignions. Mais à la fin, nous en avons une épatante. Une dame tchèque, avec un cœur gros comme ça. Elle souffrait tant de voir ses petits-enfants si tristes, si malheureux. Lorsqu'il n'y avait pas trop de SS dans les parages, elle nous rassemblait et nous disait « Chante quelque chose ». Mais vous pensez bien, nous ne savions pas chanter, nous ne nous y attendions pas. Elle insistait, cette dame. Elle avait tellement bien compris que pendant les quelques minutes où nous nous exécutions, on pensait, on était déjà hors du camp. Et c'était des minutes exceptionnelles. Et voyez-vous, 80 ans après, je n'ai pas oublié certains de ces petits chants, en langues étrangères, bien entendu. Au début, j'annonnais, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. J'essayais de faire traduire et je me suis rendu compte que c'était toujours très doux, très enfantin. Voilà, je vais essayer d'en résumer quelques-uns. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une petite berceuse. Slaap, kindje, slaap, daar buiten lopen schaap. Hij straat met 4 witte voetjes, die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap, daar buiten lopen schaap. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait. Vous voyez, c'est très tendre. Il y avait des enfants polonais. Une courte récitation. Kokidwa, Charibuli, Obiva, nic nie będą robiły, tylko Lili bawiły. Là encore, il ne s'agit que de 2 petits chats qui ne veulent jouer qu'avec Lili.
Vous savez bien sûr tous que mon prénom est Lili, L-I-L-I. Je dis cela dans le cas où vous-même auriez envie de m'écrire. Vous voyez que je ne perds pas de l'or. Si vous le faites, sachez que vous me feriez le plus grand plaisir. Vous remettriez vos courriers à vos enseignants qui me les feraient parvenir. Merci à l'avance pour ceux et celles qui le feront. Dans le camp, il y avait également des enfants tchèques, une berceuse également. Passe-la, ovečky, zeleném haječku. Passe-la, ovečky, sevemte se, já na ně dubi-dubi-dub. O nazad, cubi-cubi-cub, ovem, ovečky, sevemte se. Là aussi, il ne s'agit que d'une bergère et de ses petits moutons. C'est toujours enfantin. Je vous disais tout à l'heure que nous étions arrivés à Ravensbrück en décembre 1943. Noël était donc proche et l'on chantait parfois en allemand une chanson que vous connaissez tous. On la chante partout en Europe, vous la connaissez en français. En allemand, voici. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zum Sommerzeit, doch auch im Winter, wenn schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Et pour terminer, la plus belle, la française, bien sûr. Vous savez, les enfants, pendant la guerre, il y avait un chanteur connu de tous qui s'appelait Charles Trenet. Il chantait aussi une chanson célèbre dont le titre était tout simplement « Je chante ». À Ravensbrück, au bloc 31, avec Geneviève de Gaulle, nous avions conservé la mélodie, c'est-à-dire la musique, mais changé les paroles pour y mettre notre quotidien. Voici. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim. On pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et c'est ce qui vient nous voir chaque soir, et c'est ce quel rasoir. À cause de toi, nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis. À cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Butoe, ça veut dire silence. Butoe, entendons crier partout. Butoe, l'on devient fou. L'SS ne fait que nous insulter. Elle crie comme une enragée. Et avec Geneviève, nous terminions par De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie, si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Voilà. Merci. J'ai bien travaillé, n'est-ce pas? Et vous voyez, je témoigne toujours debout avec bien de rouge à lèvres. Ouais, c'est ma dignité à moi que maman nous a inculquée.
Donc je disais que j'ai bien travaillé, à votre tour maintenant. Je suis là pour répondre à vos questions. Et je sais bien que la plus difficile est la première question. Pour faciliter les choses, on va passer tout de suite à la seconde. Donc il y a 2 micros dans la salle, on est de chaque côté. Levez la main, on vient vers vous, on vous amène le micro. Qui démarre? Je voulais savoir, du coup, vos frères, ils sont encore en vie aujourd'hui? Mes frères, bien sûr, ils sont plus jeunes que moi. D'accord. Vous savez, mais ils habitent maintenant dans le sud de la France. Je n'ai même pas beaucoup le temps de les rencontrer, on se voit très peu, je témoigne de trop. Mais heureusement, nous nous téléphonons fréquemment. Au début, ils me disaient toujours « Mais que fais-tu seul dans le Nord? Viens nous rejoindre !» Et moi, je leur disais « Ma mission n'est pas achevée, j'ai encore beaucoup à faire. Je ne suis pas prête d'aller les rejoindre. » Merci. Avez-vous entendu parler à l'époque des chambres à gaz ou ce genre de torture qui a été faite aux autres déportés? Oui, vous savez, il faut vous mettre à notre place. À l'époque, on était des petits-enfants. Donc, maman essayait de nous cacher les choses les plus terribles. Par la suite, bien sûr, on s'en est rendu compte. Mais à Ravensbrück, il y a eu des chambres à gaz, mais plus vers la fin, au moment où nous quittions pour aller à Bergen-Belsen. Mais je sais qu'il y en avait. Après, en grandissant, j'en savais davantage. Comme tous les parents, maman nous protégeait et essayait de nous en dire le moins possible pour ne pas nous traumatiser. Merci. Ils sont timides, ces jeunes. Allez-y, c'est le moment. Vous savez, les enfants, au début, je témoignais avec mon frère Robert. Il n'y a que 15 mois d'écart entre nous et c'était très intéressant pour les élèves de voir frères et sœurs témoigner ensemble. Lorsque l'un oubliait un détail, l'autre y remédiait. Mais ensuite, son épouse est tombée gravement malade. Il a arrêté pour la soigner et n'a jamais voulu reprendre le témoignage. Quant au tout petit André, à 3 ans et demi, il n'avait pas de souvenir précis. Il ne pouvait pas témoigner. Cependant, il était mal dans sa peau. Et en grandissant, il s'est dit « Je veux être enseignant ». Il est devenu professeur de français dans la région parisienne et pendant ces nombreuses années d'enseignement, il s'est dit « Je vais mettre à profit ces années pour faire une thèse d'État sur la condition des enfants juifs et tziganes ». On ne parle pas beaucoup des tziganes qui eux aussi étaient destinés à périr. Donc, le titre de la thèse, les enfants juifs et tziganes dans le système concentrationnaire nazi. Cette thèse, il a mis plus de 20 ans pour l'achever. C'était un travail énorme. Mais il s'est dit, en y travaillant, je vais vraisemblablement évacuer tout ce mal que j'ai en moi. Sa thèse, il l'a bien soutenue à la Sorbonne. Mais vous savez, le mal est toujours en lui. Jusqu'à la fin de ses jours, il sera mal dans sa peau. Comme l'est Robert également mal dans sa peau. Moi-même, vous savez, ce n'est pas impunément qu'on vit 2 années aussi horribles sans qu'il en reste des traces. Donc nous sommes tous mal dans notre peau, mais c'est heureusement que quelques déportés l'ont eu, cette résilience dont parle Boris Cyrulnik, c'est-à-dire
d'avoir subi un traumatisme, un mal terrible, mais et pouvoir expliquer aux jeunes, pouvoir en parler. C'est la résilience, et ça c'est important pour que les jeunes sachent ce qui s'est passé. Jamais il ne faut oublier. Oui. Est-ce que vous avez revu la famille qui vous a hébergé avant d'être déporté? Oui, bien sûr, on les a revus, la famille du prêtre et tout ça. Vous savez, ils étaient exceptionnels, nous étions reconnaissants, nous les avons rencontrés à plusieurs reprises, mais c'était des personnes de l'âge de nos parents. Donc à un moment donné, ils ont disparu, ils sont morts, et leurs enfants, nous rencontrions au début un peu les enfants, mais à l'heure actuelle, c'est pas si aisé pour les jeunes trouver un emploi, et ils se sont un peu tous dispersés en France dans des départements différents. Donc on ne voit plus les jeunes, mais nous avons eu beaucoup de contacts avec les parents et le prêtre. Et vous savez même, les élèves posent la question, est-ce que vous avez revu le couple âgé qui habitait au rez-de-chaussée? Eh bien, figurez-vous qu'ils n'étaient plus là à notre retour. Et les élèves me demandent, vous ne pensez pas que ce soit eux qui vous aient dénoncé? Je dis certainement pas. Nous nous estimions, nous nous aimions réellement. Ils sont partis parce que peut-être pour leur situation, ou pour leurs enfants, ils sont partis vivre ailleurs. Ils n'étaient plus là à notre retour. Mais nous n'avons jamais eu le moindre doute, le moindre soupçon. C'était des gens bien. Ils ont eu peur, tout simplement. C'est compréhensible. Ces nazis étaient vraiment effrayants. Merci. Lors de votre libération, est-ce qu'il y avait des combattants, enfin des soldats de l'Union soviétique? Oui, il y avait des soldats. Ça dépend quel camp. Par exemple, à Ravensbrück, ça a été libéré par les Russes, où il y avait la petite Stella. Tiens, je vous parlerai de la petite Stella si ça vous intéresse. Mais dans notre camp, à nous, vous savez, c'est selon. Bergen-Belsen a été libéré par les Anglais, Buchenwald a été libéré par les Américains, Ravensbrück justement par les Russes. Et la petite Stella, dont je vous parlais au début, la petite que j'ai connue pour la première fois à la prison Saint-Gilles, celle dont la maman était si mal en point, eh bien, nous a suivis dans le camp. Mais elle n'était pas dans mon bloc. Et ce n'est qu'après-guerre que quelques déportés, nous nous rendions dans des camps de concentration avec des enseignants et des élèves pour expliquer. Et une année, j'ai retrouvé Stella à Ravensbrück qui m'a expliqué son parcours. Donc, elle est arrivée à Malines avec sa maman et puis à Ravensbrück. Mais la santé de la maman s'est très vite encore aggravée. Elle est décédée. Cette toute petite fille est restée seule dans le camp, comme ça devait être dur pour elle. Je dis toujours aux élèves, la déportation est commune à tous les déportés, mais chaque itinéraire est différent. Nous, à la fin, c'était Bergen-Belsen. Stella, elle, est restée jusqu'au bout à Ravensbrück, qui a été libérée par les Russes. Au moment de la libération, cette petite fille était perdue, ne savait où aller. Quelle coïncidence! C'est une déportée russe qui l'a prise par la main, l'a emmenée en Russie. Cet enfant qui ne parlait que le français s'est retrouvé dans un pays étranger avec une langue qu'elle ignorait. Ça devait être bien dur pour elle. On l'a mise dans un orphelinat. Au bout de quelques années, elle maîtrisait parfaitement le russe. Et en grandissant, la dame qui l'avait sauvée a fini par l'adopter. Cette dame, bien plus âgée, avait 2 grands enfants, garçons et filles, et une belle histoire d'amour a suivi. Le fils de cette dame et Stella se sont épris l'un de l'autre, se sont fiancés. Mais entre-temps, le papa de Stella, qui était à Buchenwald avec le mien, lui a eu la chance de rentrer.
Aussitôt, il s'est enquis de sa famille. Il a bien vite appris que sa pauvre épouse était décédée. Mais lorsqu'il a su que celle-là se trouvait en Russie, il s'est dit « je vais aller la chercher ». Et je trouve leur histoire navrante, parce que le père et la fille ne pouvaient plus communiquer entre eux. Stella avait complètement oublié le français, ne parlait que le russe. Le papa que français, il fallait un interprète pour la moindre parole échangée. Et Stella, étant déjà fiancée, n'a pas souhaité quitter la Russie. Vous savez qu'elle vit encore, Stella. Elle habite à Saint-Pétersbourg. De temps en temps, je lui téléphone. Au début, elle me disait toujours « Oh, ma sœur, nous sommes des sœurs de camp de concentration. Ma sœur, comme j'aimerais venir en France témoigner avec toi. » J'en parlais partout où je passais, mais à l'époque, ce n'était pas aisé de faire venir quelqu'un de Russie. Il y avait beaucoup de tracasseries, de paperasseries. Ça n'avait pu se faire jusqu'à il y a 6-7 ans. Stella est venue en France. Nous avons témoigné ensemble comme elle était heureuse. Et à présent, Stella ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'y revenir en France. Voilà l'histoire de Stella. Vous avez mis combien de temps avant de pouvoir en parler ouvertement comme ça devant tout le monde? Et comment avez-vous trouvé le courage en fait d'en parler comme ça? Vous savez, tous les déportés, nous avons mis bien longtemps avant de pouvoir en parler. C'était un tel traumatisme. Et vous savez que certains déportés, j'en connais, n'ont jamais pu en parler. Et c'est admissible aussi. Chacun réagit comme il le peut. Certains n'ont pas pu en parler. Ça peut se concevoir. D'autres en ont parlé, mais pas toujours de la bonne façon pour faire passer un message. Par exemple, j'ai connu une déportée qui... Tout ce que disent les déportés sont très importants, intéressants. Mais cette dame, dès les premières paroles, se mettait à pleurer. Les élèves pleuraient avec elle, et ça s'arrêtait là, elle ne pouvait pas aller au-delà. Et je me disais, c'est dommage, parce que, voilà, elle n'a pas pu tout expliquer, c'était trop dommage. J'en ai connu d'autres qui parlaient très bien, mais avaient toujours des flashbacks. Ah, j'ai oublié de parler de ceci, j'ai oublié de parler de cela, constamment des retours en arrière. Et je me mettais à la place des élèves, je me demandais, mais comment peuvent-ils comprendre avec ce charabia? Donc vous voyez, la façon d'en parler, nous avons mis longtemps, peu ont pu en parler, et quant en ce qui me concerne, j'ai bien réfléchi à la façon de transmettre pour que ce soit clair, pédagogique, pour que vous compreniez tous bien et que vous puissiez appliquer ce dont je parle et surtout être mes petits messagers. C'est beau ce mot-là. Vous avez une mission à accomplir, vous également. Et j'ai confiance dans les jeunes. Vous savez, parfois il y a des adultes qui disent « les jeunes de maintenant sont impossibles, sont ceci, cela ». Moi je dis les jeunes de maintenant sont merveilleux. Moi j'ai foi en vous, j'ai confiance en vous. Et un jour, vous ferez de notre monde un monde de paix. J'en suis certaine. D'abord, je voulais vous remercier pour votre témoignage. Et je voulais vous demander, votre retour en France, comment ça s'est passé? Vous nous dites que vous avez retrouvé votre maison. Mais comment ça s'est passé, votre retour à l'école, pour vous, pour vos frères? Ah, c'est intéressant. Toutes vos questions sont très bonnes. Vous savez, lorsque nous sommes rentrés, j'avais à peine 13 ans. Mes frères n'avaient que 11 ans et demi et 5 ans et demi, le petit. Nous étions d'âge scolaire. Et les voisins, toujours exceptionnels, volonté des mamans, lui ont dit « nous nous occuperons de l'instruction des enfants ». Et nous ont inscrits dans des institutions catholiques. Et vous savez, à l'époque, on priait beaucoup. En arrivant à l'école, on priait. En allant à la récréation, prière. Au retour, midi, idem, tout l'après-midi également. Et donc, j'avais l'impression qu'on priait constamment.
mais les religieuses, étant au courant de notre passé, nous entouraient. Nous y étions bien, j'en garde un très bon souvenir. Et puis, ensuite, nous avons continué nos études, bien entendu, et aller bien au-delà. Et même, par la suite, il a fallu songer à travailler. J'étais l'aîné des 3 enfants, j'étais soutien de famille, puisque papa n'est pas rentré. Et donc, le premier emploi qu'on m'ait proposé me convenait parfaitement. Vous savez, dans le Nord, à l'époque, le textile était florissant. C'était une ville riche que Roubaix. Et donc, j'étais devenue secrétaire de direction dans une firme textile très importante. Mon travail était varié, non seulement le travail de secrétariat, mais je faisais visiter l'entreprise aux étrangers qui venaient, je faisais des traductions, c'était vraiment, ça me plaisait beaucoup. Quant à mon frère Robert, il a travaillé également dans le textile et même a fini sa carrière comme chef de service. Et le tout petit André est devenu enseignant. Voilà, merci pour cette question. Est-ce qu'après tout ça, vous avez réussi à refaire votre vie? Oui, ça a pris du temps. Je vous assure, encore aujourd'hui, suis-je tout à fait remise? Je n'en suis pas persuadée, mais c'est bien, aussi bien que possible. Bien sûr, plus tard, je me suis mariée, j'imagine que cela aussi, c'est ce qui vous intéresse, ma vie. Et puis, j'ai eu, vous savez, avec mon passé, j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre un enfant au monde. J'ai fait des pertes successives. Et puis, enfin, j'ai eu ce grand bonheur. J'ai eu une fille. Et comme toutes les mamans, je dis c'est la plus belle, la plus intelligente. Pour moi, elle l'est réellement. Mais ma fille n'a pas d'enfant. Et ça m'attriste au plus haut point. Moi qui aime tant les jeunes. Et par pudeur, avec ma fille, nous n'en parlons pas, vous savez. Elle n'a pas d'enfant. Est-ce que c'est parce qu'elle n'en a pas voulu? Est-ce qu'elle n'a pas pu? Nous ne prolongeons pas nos discussions là-dessus. Elle ne veut pas me peiner, je ne veux pas la peiner. Nous n'en parlons pas, mais ça me manque. Et souvent, les élèves posent cette question, et dans vos lettres, vous dites « Ah, madame, je serai votre petit-fils. Madame, je serai votre petite-fille. » J'en ai des quantités à l'heure actuelle de tous ces petits élèves. Ça me fait grand plaisir. Je voulais ajouter, à Bergen-Belsen, j'étais avec Madame Simone Weil, que vous avez tous, c'était une dame exceptionnelle, que j'ai revue, bien entendu, après notre retour, ainsi que Geneviève de Gaulle à plusieurs reprises. Geneviève de Gaulle était venue dans le Nord, et c'était toujours de grands événements à Roubaix. Elle est même venue une année assister à la remise des prix pour les élèves qui font le concours de la résistance et de la déportation. Elle était venue à la préfecture de Lille. Et à la fin de la cérémonie, je suis allée la trouver et lui ai demandé « Geneviève, vous souvenez-vous encore de nous ?» Elle m'a répondu « Mais parfaitement !» Elle a même ajouté « Comment va le petit Dédé ?» Mon petit frère André. Et donc, vous voyez, c'était une dame discrète mais exceptionnelle, une grande résistante et qui a fait le bien constamment dans toute sa vie. Elle est devenue présidente d'ATD Quart-Monde, c'est-à-dire venir en aide aux pauvres, aux malheureux. Donc Geneviève était très bien. Et Simone Weil aussi, bien entendu, tout le monde le sait, quelle grande dame c'était. Et vous voyez, c'est étonnant. Simone Weil expliquait toujours, elle a été déportée comme juive. Elle est passée par Auschwitz. Et sa sœur Denise a été déportée à Ravensbrück comme résistante. Vous voyez, les deux sœurs, ce sont deux déportations différentes. Denise comme résistante et Simone comme juive.
Et elle en a beaucoup parlé. Bonjour, je voulais vous remercier pour votre témoignage. Et je voulais savoir combien de temps vous avez mis à trouver du confort de vie, à retrouver une maison, un toit et manger convenablement. Longtemps, je ne saurais dire. De toute façon, comme je vous le disais, je n'ai commencé à pouvoir en parler qu'avec l'apparition des négationnistes, comme je vous le disais, c'est-à-dire tout au début des années 80. Donc vous voyez, longtemps après. Et certains n'ont jamais pu en parler, tout peut se concevoir. Ça a pris longtemps, et puis voilà, je suis heureuse à présent de pouvoir témoigner. C'est pas si aisé que cela, toujours se déplacer, et puis témoigner, c'est fatigant, mais c'est quand même très réjouissant de voir tous ces élèves à l'écoute. Ça m'apporte beaucoup de bienfaits. Voilà, j'ai mis longtemps, comme tous les déportés, mais maintenant, je redouble la cadence. Hein. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à... Attendez le micro. Est-ce que vous avez déjà pensé à partir pour fuir avec vos frères et votre maman? J'ai pensé à écrire par à fuir dans le camp. Oui, on me la pose parfois cette question. Mais vous savez, je ne sais pas. Il y a eu quelques évasions, vraisemblablement, que je n'ai pas connues. C'est dans l'ordre peut-être du possible, bien que très difficile. Vous savez, on était entouré de gardes SS armés. Et nous étions affaiblis, les mains nues. Donc, je ne sais pas si ça. Je n'ai pas eu de cas concret, mais je ne veux pas nier. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'était absolument impossible. Vous savez, comme je vous le disais, nous étions entourés de ces gardiens avec leurs fusils. Si on avait fait le moindre geste de recul, vous pensez bien que maman n'aurait pas quitté le camp sans l'un de nous trois. Et quitté à 4 un rang, aussitôt nous aurions été vus et abattus. Donc, en ce qui nous concerne, absolument impossible. Merci. Quand vous avez été déporté, est-ce que vous avez vu Adolf Hitler? On me la pose également, cette question. Non, je ne l'ai pas vu. Vous savez, Hitler se contentait de passer ses ordres monstrueux qui étaient exécutés par les SS sans état d'âme. Lui ne se déplaçait pas. Et ça ne m'a pas manqué, je vous assure. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, vous avez encore des pensées à des scènes qui vous ont traumatisé avant? Des traumatismes, vous? Oui, j'en ai encore. Je vous disais, j'ai très peur des chiens encore. Mais j'ai peur également d'être dans le noir complet. Vous savez, dans le noir, j'angoisse. Les souvenirs me viennent. Et puis, au début, maintenant, il en a beaucoup moins, il faut avouer, mais au début, j'avais des cauchemars, je me débattais, je donnais des coups de pied. Mon pauvre mari a reçu bien des coups de pied, mais il comprenait que ce n'était pas de ma faute. Maintenant, ça se raréfie un peu, fort heureusement, mais parfois, selon les conversations de la journée, selon les films qu'on a vus, les traumatismes peuvent encore revenir. Mais on les supporte mieux. Merci. Je voulais vous dire aussi qu'à Bergen-Belsen, non seulement il y avait Madame Simone Veil, mais c'est parce que ça me tient à cœur également, il y avait 2 sœurs qui ne sont pas rentrées, elles sont mortes dans les camps, elles n'étaient pas françaises, mais c'est vous qui me donnerez leur nom, parce que l'une de ces sœurs, a écrit un livre connu dans le monde entier. Vous voyez de qui? Anne Frank, effectivement. Il y avait Anne Frank à Bergen-Belsen et sa sœur aînée Margot.
C'est une histoire triste, lamentable. L'aînée, Margot, est décédée, la première, peut-être 1 mois et demi, 2 mois avant la libération de Bergen-Belsen. Elle avait contracté le typhus. Et très vite après, sa petite sœur Anne est morte à son tour du même mal. Et je trouve cela angoissant, triste, parce que je dis, ces 2 petites, surtout Anne était, parce que nous la connaissons mieux, elle était si intelligente, elle avait des dons. Je suis persuadée que si on l'avait laissée vivre, elle serait devenue une grande journaliste ou un écrivain, elle avait du talent. Et elles sont mortes toutes 2 uniquement parce qu'elles étaient nées juives. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'épouvantable. 6 millions, entre autres, de juifs sont morts uniquement parce qu'ils étaient nés. Il fallait détruire. C'est quelque chose d'inadmissible. Sans compter tous les millions de résistants et d'autres déportés. C'est pour cela qu'il faut à tout jamais abolir la guerre. C'est monstrueux. Et vous en êtes capable. Je ne le dirai jamais assez. Bonjour. Bonjour. J'ai plusieurs questions, une en finalement. Je voudrais savoir si vous avez réussi à pardonner aux soldats allemands finalement, que ça peut-être été dur au début. Est-ce que vous aviez peur ensuite à la fin de la guerre des Allemands ou d'autres peuples? Et puis, une dernière question, je me demande, est-ce que vous connaissez des soldats allemands qui font le même travail que vous finalement, témoignent de ce qu'ils ont fait, peut-être pas dans les détails, mais pour transmettre aussi? Eh bien, je réponds aux 2 questions. Des soldats allemands, non, je n'en ai pas connu. Peut-être est-ce dû au fait que nous étions très jeunes à l'époque. Et non. Vous savez, en rentrant des camps, on avait tant à faire. Déjà, nous reconstruire du point de vue santé. Nous étions en très piteux état. Donc, ça a pris des années. Encore à l'heure actuelle, je ne suis pas d'une santé parfaite, loin de là. Donc, tout cela est à prendre en compte. Mais à votre première question, je dirais qu'en rentrant des camps, les Allemands, on en voulait à tout le monde. Les Allemands, on les appelait les Boches, les Schleux. C'était vraiment très, très dur pour eux à entendre. Et ensuite, en grandissant, j'ai compris que je ne pouvais pas en vouloir au peuple allemand tout entier. Beaucoup d'Allemands, vous savez, étaient contre Hitler, contre ces théories nauséabondes, punaises. Et ces Allemands-là étaient les premiers déportés dans les camps de concentration. Donc je dis toujours aux élèves, aux Allemands, bien sûr, je n'en veux pas. Beaucoup se sont très bien, ont très bien mené leur vie, ont très bien compris qu'il ne fallait pas adhérer au nazisme. Mais je dis, les nazis, justement, les nazis, on ne peut pas pardonner ces millions de morts partout. Donc, je dis aux élèves, faites bien la différence entre Allemands et nazis. Aux nazis, jamais de pardon. Ça vous convient? Merci. Est-ce qu'un jour, genre pendant tout votre temps que vous avez passé dans les camps et tout ça, vous avez déjà rencontré un soldat assez plus gentil que les autres, qui vous fouettait pas, qui lâchait pas son chien et tout ça? Oui, parfois on me la pose également, cette question. Et vous savez, je dis toujours, ces SS et nazis qui nous gardaient étaient des pères de famille, avaient des enfants qu'ils aimaient bien, qu'ils se conduisaient parfaitement avec leurs enfants. Et comment pouvaient-ils en même temps être aussi cruels avec d'autres enfants et d'autres déportés? Jamais je n'ai vu la moindre compassion dans les yeux de ces nazis-là.
c'est quelque chose que je ne m'explique pas encore aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, qu'ils étaient des bons pères de famille et aussi monstrueux à côté d'autres déportés. C'est inexplicable pour moi. Merci. Bonjour. Où est-ce que vous vous sentez chez vous à l'heure d'aujourd'hui vraiment? Ici en France, est-ce que je me sens bien chez moi? Oui, voilà. Parmi vous. Parmi vous. Oui, je vous assure, c'est la vérité. Moi, je ne me sens bien que parmi mes petits messagers. Quand je témoigne, vous savez, je suis toujours bien. C'est vrai, j'ai un peu de stress au démarrage, mais ça me fait tant plaisir. Et un élève m'a posé la question un peu différemment en disant « Mais qui est-ce qui vous donne cette pêche pour pouvoir encore à votre âge ?» Et je leur dis « C'est vous, c'est vrai, ce sont les jeunes. Moi, je ne suis bien que parmi mes petits messagers. J'en ai, Dieu sait, j'en ai beaucoup dans toute la France. Et c'est une joie pour moi. C'est vous qui m'aidez à tenir encore un jour, encore un jour. C'est formidable. Est-ce que vous avez gardé des objets, comment dire, il n'y avait pas des tatouages, des camps de concentration? Ramener des objets, c'est ça. Ah non, en ce qui nous concerne, non. Vous savez, à Bergen-Belsen, il y avait cette épidémie de typhus épouvantable. Et pour éviter la pandémie, les Anglais ont tout brûlé dans le camp. Il ne reste plus de baraques, plus rien. Tout a été brûlé pour les vêtements et tout. Parce que ça, parfois, les élèves me demandent « Avez-vous réussi à ramener votre robe ou les toiles ?» Je dis non, tout a été brûlé pour éviter que ça ne se propage. Donc nous n'avons rien ramené, mais tout est inscrit dans la tête. Ça ne peut s'oublier, vous savez. Merci pour cette question. Oui. Bonjour. Après votre retour à la maison, votre libération, est-ce que vous avez votre sentiment de vengeance ou vous n'avez voulu que la paix après? Non, je n'ai pas eu de sentiment de vengeance. Non, bien sûr, j'en veux aux nazis. Mais ça, je le dis aux élèves, c'est-à-dire on ne leur pardonnera jamais. Mais pourquoi non? Parce que je me dis, c'est la haine qui fait les guerres. Donc s'il y avait vengeance, il y aurait à nouveau la haine. Et moi, je ne veux plus de guerre. Au contraire, j'essaye d'éveiller les jeunes à la belle vie que pourrait être un monde de paix. Donc non, pas du tout. Plus de vengeance pour moi. Je trouve que la haine, ça ne mène nulle part, vous voyez. Donc, plus de haine. Ah, je suis contente, j'ai répondu à toutes vos questions. Vous êtes tous formidables. Je garderai un souvenir merveilleux de vous tous. Merci, monsieur le directeur, c'était une journée exceptionnelle pour moi. Merci à vous tous d'être solidaires, merci de partager. Merci. 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 Vous savez, ce matin, j'étais un petit peu fatiguée, j'ai dit encore un témoin. Et maintenant, vous m'avez donné la force. Je vous assure, je me sens impeccable maintenant. Impeccable grâce à vous tous. Merci. Je vous souhaite une belle vie à vous tous, les enfants. Que tous vos vœux se réalisent.